Salut à tous, c'est Blanc de Cheno, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler d'hypnose et manipulation. Je continue sur mon focus au sujet du cas du psychanalyste qui aurait utilisé de l'hypnose, Gérard Miller. Les sources, c'est Anatomie d'une prédation d'Alice Augustin et de Cécile Olivier. Et je vais, comme le papier que je vous ai proposé hier, continuer à développer davantage pour peut-être mieux comprendre les différents leviers de manipulation possibles avec l'hypnose, parce que dans leur ouvrage, au moment où ils parlent de l'hypnose et qu'elle pose des questions, en l'occurrence, je vous remets la même que j'ai proposée hier, mais est-il possible de violer une personne grâce à l'hypnose ? Est-il possible de tordre son consentement, de la diriger comme une poupée et d'effacer au passage les souvenirs de cette immense violence? Je vous laisse lire l'ouvrage ou ce soir je pense que je vais faire un live et on reparlera de tout ça, mais globalement la réponse est non. L'hypnose ne peut pas permettre cela. Or, le fait de propager cette information, qui est une information qui nous est enseignée, éduquée dans nos cours, que ce soit de l'hypnose ericksonienne, que ce soit de l'hypnose hellmanienne, que ce soit de l'hypnose directe, indirecte, on va toujours dire non, il y a possibilité que la personne qui est hypnotisée soit libre de consentement, libre de la direction que va prendre telle ou telle chose. Or, cette notion qui est rassurante, je vous rappelle, la notion de lay hypnotiste, cette notion qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, qui différencie les hypnotistes du quotidien des hypnotistes médicaux, a pu se développer, notamment avec le boulot de Gil Boyne, et il fallait impérativement montrer que l'hypnose était sans danger, parce que tout le monde connaissait les hypnoses de scène, de spectacle, maintenant on pourrait y ajouter l'hypnose de rue, avec tout ce que cela pouvait comporter comme imagerie populaire, je n'ai plus conscience, on me fait faire ce que l'on veut, etc. Vous connaissez suffisamment ça, si vous êtes hypno, vous savez que c'est l'image première qui a d'hypnose. Vous, je continue à dire, si vous êtes praticien, thérapeute, vous allez avoir un pré-talk, c'est-à-dire un discours avant de commencer la séance pour justement chercher à débunker, pour chercher à recadrer les croyances que les personnes ont. Si cette idée est bonne pour justement rassurer et donner une possibilité aux personnes de se dire non mais là la personne avec qui je suis, le thérapeute, le praticien, l'hypnotiste, est une personne de confiance et de toute façon, quoi qu'il arrive, on ne peut pas me faire ce que l'on veut. On va bien sûr permettre à la discipline d'être considérée comme non dangereuse et du coup, quand on va de façon plus générale parler de l'hypnose et dire non mais est-ce que l'on peut faire des choses que d'autres personnes ne veulent pas, ou que on peut chercher à agresser une personne, ou la diriger, ou lui faire tout oublier, on va automatiquement dire non, dans le cadre du cabinet. Et j'insiste bien, parce que dans l'ouvrage, l'interlocuteur qui a interrogé mesdames, je me souviens plus de nom, Augustin et Olivier, précise un moment, ce n'est pas des choses qui sont possibles de faire en cabinet. Et c'est là où il est important de recadrer. On sait qu'il y a plusieurs types d'hypnose, l'hypnose médicale, on peut dire de l'hypnose complémentaire au médical, ce qui va être la forme d'hypnothérapie que nous proposons, nous les lay hypnotistes. C'est aussi l'hypnose de scène et l'hypnose de rue. L'hypnose est multifacette. Mais il faut bien prendre en compte que en fonction du cadre qu'on va proposer, on sait ce que l'on va vivre, on sait ce que l'opérateur va proposer, on sait ce qui va être guidé. Et sur les dernières vidéos que vous avez vues sur l'hypnopapotage, je vous parlais d'hypnose couverte, covert hypnosis. La différence avec le reste de l'hypnose médicale, complémentaire médicale, hypnose de rue, hypnose de scène, c'est que les personnes vont voir quelqu'un, vont voir un spectacle ou vont être OK pour vivre une expérience en hypnose de rue. L'hypnose couverte, on ne sait pas que c'est à ce moment-là un processus
qui a une recherche de mise en transe et puis d'influence, suggestion, hypnotisabilité, si on reprend les mots plus précis pour nous hypnotistes, qui vont emmener dans une direction préétablie par l'opérateur. Ça, c'est la grande différence. Du coup, quand il parle de Miller, dire « oui, mais ce qu'on fait en cabinet, et c'est vrai qu'on est plus limité, parce que le cadre, parce que plein d'éléments, parce que les éléments contextuels, parce que les attentes de la personne qui vient, le consultant, et sont très différents de quelqu'un qui vient en hypnose de scène, qui se dit « oh, bah moi je suis prêt à monter sur scène, à rigoler, à déconner, etc. » L'état d'esprit, le mindset, tout ça est différent. Mais parce que le cadre préétabli, déjà, préchauffe, en gros, le conscient-subconscient, la transe à vivre quelque chose. Les attentes, tout ça, etc. Du coup, quand la question est est-il possible de violer une personne grâce à l'hypnose, l'utilisation de l'hypnose dans tout un processus pour amener à, et là on revient à la deuxième partie qui est important pour nous, la possibilité de tordre le consentement, c'est tout le principe même de tordre des valeurs, des croyances. Quand on recadre quelque chose, on ouvre la possibilité que ce qui était non ok, je suis incapable de parler devant du public, devienne ok. Je ne veux pas faire ça, ou j'ai peur de ceci, ou je n'aime pas cela. C'est de l'emmener à modifier. On peut même faire l'inverse. Les sucreries, c'est des choses qu'il faut que je cesse, et en arriver à dégoûter, la cigarette, etc. Donc, cette notion qui est de modifier la perception, les cadres font partie de l'hypnose. Dire, oui, ça semble difficile de tordre un consentement, mais l'hypnotiste va pas tordre le consentement, il va recadrer le principe de consentement. C'est là où c'est dangereux. Je reprenais sur le papier le fait que Miller, mais comme plein de personnes qui vont agresser, font un jeu à long terme. C'est vraiment, là en l'occurrence je reprenais quand il est sur un plateau de télé, il va dans un premier temps aller voir une jeune femme qui est au premier rang, parler avec, la personne accepte de parler avec, c'est un début de oui. Elle accepte de l'attendre à la fin pour éventuellement aller en loge, c'est un deuxième oui. Elle accepte de partir en loge avec, elle accepte de voir les personnes, de prendre des selfies, de parler avec les différentes personnes, elle accepte d'être accompagnée en scooter par le dit Gérard. Elle accepte de rentrer dans son hôtel particulier, elle accepte de prendre un verre, elle accepte de descendre dans la salle bizarre, et elle accepte de faire une expérience hypnotique, un jeu, etc., etc. Et bien là, on a un ensemble de consentements. Alors vous me direz, oui, mais c'est pas le consentement pour de la sexualisation. Complètement d'accord. Seulement, c'est les vagues de oui, les yes 7, que vous connaissez tous, qui amènent au fur et à mesure un engagement. Et ça aussi, vous le connaissez. On l'a vu avec Cialdini, on l'a vu avec plein d'auteurs. La notion où en plus l'état de la personne, elle est différente, parce que je vous rappelle, on va enlever nos définitions perso, direct ou indirect. En gros, aujourd'hui, c'est considéré comme une hyperfocalisation et que l'ensemble des éléments extérieurs pendant la transe, l'hypnose, n'existe plus et on est attaché à un lead, une idée. Quand la personne rencontre des stars qu'elle ne connaît pas, qu'elle rêve de ces personnes-là, elle n'est plus du tout focalisée sur tout ce qui se passe autour. Et le discours qu'on connaît bien, c'est ces personnes qui ont vécu des soirées un peu incroyables comme ça vont dire « j'avais l'impression d'être dans un rêve ». Il n'existait rien d'autre que l'expérience. Donc la focalisation, l'hyperfocalisation, l'idée par quelqu'un, il était dit que M. Miller était quelqu'un qui n'arrêtait pas de parler et prendre le lead et être hyper paternaliste. On a un opérateur en hypnose vraiment purement directive, pas directe, qui, à longueur de temps, fait valider toutes ces petites actions saupoudrées de gentillesse, de courtoisie, donc ça cache énormément de choses, et qui l'emmène vers une direction qui est sa direction finale. Est-ce que tu veux faire une séance d'hypnose ? Là où il y a un pourcentage de réussite ou d'échec, mais en tout cas, il y a une ouverture, il y a un pré-show, il y a tout ce qu'il faut pour amener la personne à déjà être dans un état qui est un état pré-hypnotique, voire complètement hypnotique. Je pense même pas que le pré soit là, vu le temps qu'il y a eu tout ça. C'est de l'exploitation des trans vécues. Et à partir de là, il y a une torsion du consentement entre
non pas la capacité ou l'incapacité de dire oui ou non, c'est à un moment donné, diminution du facteur du jugement, je reprends un peu la définition hellmanienne, c'est-à-dire l'incapacité de vraiment juger si on veut oui ou si on veut non. Je vous rappelle cette notion de est-ce que c'est chaud ou est-ce que c'est pas chaud, est-ce que je veux ou est-ce que je veux pas. Cette notion-là, cette confusion, cette difficulté, cette diminution du facteur du jugement au facteur critique, c'est ça qui amène une des spécificités de l'hypnose, qui fait que oui, il peut y avoir une bascule dans un recadrage bien spécifique du consentement à ce moment-là. Deuxième chose, est-ce qu'on peut diriger comme une poupée? Non. En général, les personnes vont le faire avec subtilité. Donc, c'est plutôt quelque chose qui va être amené non pas à bouger dans tous les sens, mais à faire comme une orientation qui se veut beaucoup plus, on va dire, douce, qui va être vraiment amenée jusqu'à prendre la personne comme un objet, parce que là, à ce moment-là, elle est objetisée, mais un objet qui n'est pas une poupée, qui est un objet précieux, qui va être délicatement mené, amené jusqu'à début des agressions, où là, par contre, Monsieur Miller, en tout cas il est toujours présumé innocent, hein, mais en tout cas dans ce qui a été partagé, à ce moment-là, sa pulsion sexuelle étant tellement importante qu'il n'arrive plus à être courtois, sympa, et que là, il peut même jusqu'à menacer. La notion, pour finir, d'effacer les passages. C'est un grand classique, et là je reviens sur les cadres, dans un cadre du cabinet où il y a souvent cette volonté du praticien de faire oublier pour pas que le conscient et ou le subconscient s'auto-sabotent les uns et les autres. Qu'il y ait des gros blackouts, c'est rare, mais ça arrive. Et là, je reprends une autre partie du bouquin, je reviendrai dessus, mais où c'est une spécialiste en trauma qui dit c'est un des points du trauma, et c'est vrai, mais c'est aussi quelque chose qui est totalement possible en hypnose. Et ça, vous pouvez le vérifier en hypnose de scène, vous pouvez le vérifier en hypnose de rue. Il arrive par moment que une suggestion soit proposée, que pendant la laps de temps, en général la pause du spectacle, la personne ait un ancrage pour danser, rigoler et tout, et oublier tout ça, et même oublier ce qui a été fait dans la première partie. Et à la fin du spectacle, la personne lui permet de reprendre, toujours dans sa transe, de reprendre l'ensemble des infos qui a été vécu à ce moment-là. Donc c'est quelque chose qui est possible. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est facile, mais je reprends. Monsieur Miller, dans l'ensemble du cheminement, avec l'ensemble des éléments contextuels, avec l'ensemble des techniques qu'il utilise, avec l'ensemble des influences qu'il a, de la posture, de plein de choses, fait durer en tout cas la session, si on parle d'une session, sur des heures. Et c'est ça la différence avec de l'hypnose du quotidien, médical, complémentaire ou médical, street ou de scène, c'est que le temps d'exploitation de la transe, du seeding, des répétitions, des réorientations, du lead, etc., se fait sur des heures. Et la personne ne sait à aucun moment qu'elle entre en sachant que, et je finirai là-dessus, et je vous ai déjà fait un petit short là-dessus, on peut avoir l'impression que il ne se passe rien, et c'est souvent ce que vont dire des personnes qui vivent une séance d'hypnose parfois pour la première fois. J'avais pas l'impression d'être endormi, j'avais l'impression d'être conscient, tout était normal, etc. Pourtant, il s'est passé quelque chose. Catalepsie, eux, ils l'ont peut-être même pas vu, des mots qui ont été dits, voire des phénomènes qui font que il y a une solution, une résultante positive au pathos que la personne était venue traiter chez l'hypnotiste. Du coup, rien n'était différent, mais il y a quelque chose qui a changé. Eh oui. Et c'est ça le gros problème. C'est que vu que c'est pas forcément marqué, pour plein de raisons, surtout, il y a pas le cadre qui peut permettre de se lâcher ce ressenti, parce que on est stimulé par plein d'autres choses. La transe est certainement là, et très souvent là. On le voit quand on fait justement du cover, tout certains styles de conversationnel. Et il peut y avoir, à ce moment-là, j'ai fait des choses, mais attends, en fait, on m'a rien fait faire, c'est moi qui ai décidé, donc c'est moi qui voulais. Et on distord la notion de est-ce que j'ai vraiment voulu ou pas. Et du coup, vu qu'on était normal parce qu'on n'a pas été hypnotisé, on peut encore plus s'en vouloir sur plein de choses, à se dire, attends, c'est bizarre que j'ai réagi comme ça, je comprends pas. Alors que le processus, il durait depuis la première rencontre dans le studio, la première fois, la première pause, etc., etc.
Je vais continuer à faire un paquet de choses sur hypnose manipulation, sur ce cas-là, parce qu'il y a énormément de choses, mais qu'on retrouve dans les autres agressions que des hypnos ou des personnes qui utilisent l'hypnose peuvent utiliser. Oui, on peut faire sans. Mais là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, et moi je filtre tout par rapport à mon regard d'hypno, c'est que l'hypnose, on peut aussi l'exploiter comme ça. Si vous avez des questions et des remarques, partagez-les sur Facebook, YouTube. N'hésitez pas à partager cette série-là. Le reste, je vous demande jamais de le faire, mais cette série-là sur tout ce qui est manipulation, agression, ce qui peut être le dark side de l'hypnose ou des trans de façon générale, n'hésitez pas à le partager. Je sais que pour certains, ils vont dire « Ah, mais on se tire une balle dans le pied dans l'hypnose ». Pas du tout. C'est important de savoir que toute chose a un versant qui peut être négatif, qui peut être dark. Pour les plus jungiens d'entre vous, on ne peut pas nier l'ombre de l'hypnose. On ne peut pas la nier. Et ça va pas vous faire perdre du business. Ça va vous donner aussi... des explications à des choses et oui, de toute façon, les gens qui veulent vraiment pas en faire, ils en feront pas. Les personnes qui ont peur, ils auront encore peur. Mais c'est problématique que autant de messages de non, ça peut pas, avec l'hypnose, se diffusent partout. Ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.